Rebonjour et bienvenue à cette deuxième partie sur le besoin d'appartenance sociale du cours Motivation et Émotion PSF 3.4.2. Lorsque nous nous sommes quittés, j'avais fait l'argument que, à l'aide de plusieurs preuves à l'appui, que le besoin d'appartenance sociale est un besoin fondamental et je vous avais laissé avec l'idée qu'un des plus forts arguments pour le fait que c'est un besoin fondamental, c'est que ce besoin est inscrit dans notre physiologie d'une certaine manière, puisque nous avons des réactions physiologiques à la présence des autres, à l'absence des autres, etc. Et ce que je veux faire pour le restant de cette présentation, c'est entre autres regarder ceci, regarder la science de cette affirmation-là, si on veut, et aussi aller un petit peu plus loin pour finir l'idée que le comportement, le besoin d'appartenance sociale a aussi un énorme impact sur nos comportements. Alors, si on regarde au niveau physiologique, si le besoin d'appartenance est fondamental, il fait partie de notre biologie, on devrait trouver des marqueurs physiologiques impliqués dans les relations sociales. Par marqueur, je veux dire, on devrait trouver des choses qui se passent au niveau physiologique et qui sont corrélées avec nos relations sociales, avec le fait qu'on est ou qu'on n'est pas, ou qu'il nous manque ou de relations sociales. Okay? Et donc, techniquement, une science qui chercherait à répondre à cette question-là voudrait justement regarder des gens dans différents états au niveau de relations sociales et regarder chez eux différents marqueurs physiologiques et voir s'il y a des corrélations et tout ça. Mais il y a deux limites à ceci. Okay? C'est que certaines neuropeptides qui seraient pertinentes, neuropeptides ici est à comprendre dans le sens, c'est soit des hormones ou des neurotransmetteurs, des produits chimiques que notre corps produit. Chimique ici ne veut pas dire mauvais, là, des produits que notre corps produit, des protéines, des hormones. Certaines de ces neuropeptides-là qui seraient pertinentes à l'appartenance sociale sont difficiles à étudier chez l'humain parce qu'elles ne croisent pas la barrière sans cerveau. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire on pense que tel neurotransmetteur est associé à l'appartenance sociale. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter des neurotransmetteurs à la personne, puis on va voir si cette personne-là, tout à coup, par exemple, ne recherche plus à rencontrer des gens parce qu'elle elle se sent très satisfaite au niveau social, simplement parce qu'on lui a administré ces neurotransmetteurs-là, par exemple. T'sais. On ne peut pas faire ça parce que plusieurs de ces neuropeptides-là, de ces produits-là, ne croisent pas la barrière sans cerveau. Et donc, vous ne pouvez pas juste injecter un neurotransmetteur dans le sang de quelqu'un puis attendre que ça aille au cerveau, puis que là, ça fasse en sorte que la personne se sent comblée au niveau de ses relations sociales et qu'elle cherche moins à rencontrer des amis dans une tâche en laboratoire, par exemple. Ce qui serait un exemple, ce qui serait une démonstration brillante comme quoi l'appartenance sociale est modulée, est fonction de certains neurotransmetteurs. Et le sentiment qu'on a d'être comblé au niveau de notre appartenance sociale. On ne peut pas faire ça, malheureusement, à cause de cette fameuse barrière sans cerveau. Et avant que vous commenciez à maudire la barrière sans cerveau, en disant « elle nous empêche de faire de la recherche intéressante là-dessus », gardez en tête que cette barrière sans cerveau est aussi ce qui vous permet de survivre, et ce qui vous a permis de survivre jusqu'ici. C'est ce qui fait que des virus que nous attrapons quotidiennement, pas quotidiennement, mais au cours de notre vie, des rhumes, des trucs comme ça, ne montent pas jusqu'au cerveau parce que ça serait vraiment un énorme problème pour la survie. À n'importe quand où vous auriez une petite infection quelconque, ça passerait, ça monterait au cerveau. Et donc, il y a une raison pourquoi il y a cette barrière sans cerveau, mais elle nous empêche d'étudier, d'expérimenter avec une administration périphérique, ce qui veut dire donc, par exemple, administrer des neurotransmetteurs dans le système sanguin pour voir pour les faire monter au cerveau et voir quel serait leur effet sur la motivation à l'appartenance et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas faire ça. Une des choses qu'on peut faire, c'est
ben, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire au niveau physiologique pour regarder toutefois la lien entre la physiologie et l'appartenance sociale. Mais souvent, ces trucs-là peuvent être impliqués de la dissection, okay, où est-ce qu'on ouvre un organisme pour regarder différentes structures physiologiques, anatomiques, neuroanatomiques. Et c'est pas les genres de choses qu'on peut faire sur des êtres humains au niveau éthique. Vous pouvez pas juste prendre un être humain puis le couper puis regarder son cerveau, puis comme prendre des êtres humains qui sont vraiment sociaux puis prendre des êtres humains qui sont vraiment pas sociaux, et puis là ouvrir leur cerveau puis regarder des différences, par exemple, voir s'il y en a un qui a plus de récepteurs pour un certain neurotransmetteur ou une certaine hormone. On peut pas faire ça au niveau éthique, ça marche pas. On peut pas faire ça. Sauf que on peut techniquement faire ça. Il y a quand même des énormes questions au niveau éthique, mais on peut techniquement plus faire ça avec des animaux. Il y a des animaux non humains qui ont des comportements d'affiliation sociale plus que d'autres. C'est-à-dire qu'ils se tiennent plus en groupe et sont plus sociaux avec leurs congénères que d'autres. Congénères veut dire, ceux de leur groupe, dans le fond. Tu sais? Donc, techniquement, on pourrait faire ça avec certaines formes d'animal. Et présupposer qu'il y a un lien entre ce qu'on trouve chez cet animal-là et ce qu'on trouve chez l'être humain, parce qu'il y a une continuité au niveau de l'évolution entre les espèces. Bon, OK. Le problème, là, c'est que il y a juste un tout petit pourcentage d'animaux qui ont des comportements d'affiliation sociaux assez élevés pour les comparer aux humains. OK? Les humains, en passant, sont généralement monogames, par exemple. Ils ont tendance à rester avec leur partenaire. Et lorsqu'ils sont amis, ils ont tendance à demeurer amis avec leurs amis. Okay? Évidemment, les gens se divorcent, les gens se trompent, et ainsi de suite, mais en moyenne, comparativement aux autres animaux, comme les chimpanzés ou les gorilles, par exemple, qui sont très proches de nous au niveau de l'évolution, les Homo sapiens, les humains, sont très, très monogames. Beaucoup plus monogames. Okay? Beaucoup plus fidèles socialement et au niveau amoureux, disons, qu'au niveau de couple. Et ça, on retrouve vraiment pas beaucoup ça chez les autres animaux. En fait, il y a seulement à peu près 3% des mammifères qui démontrent de la monogamie comme les humains. Donc, si on veut utiliser des animaux pour faire de la recherche physiologique, pour essayer de comprendre les comportements d'affiliation sociale. Affiliation sociale veut dire cette tendance que nous avons de nous tenir avec les autres, de valoriser les autres, de nous tenir en groupe. Okay? Si on veut utiliser des animaux pour faire de la recherche physiologique et neuroanatomique et tout ça, pour comprendre des comportements d'affiliation sociale qui sont humains, ben, il y a juste quelques animaux qui ont des comportements d'affiliation sociale qui sont très avancés, assez avancés pour les comparer aux humains. Comme par exemple, il y a juste 3% des mammifères qui démontrent de la monogamie comme les humains. La plupart des mammifères sur Terre, ils se reproduisent puis ils partent. Les mâles se reproduisent, aident un petit peu puis partent. Ou même n'aident même pas. OK? C'est très, très différent. Les individus se tiennent ensemble dans certains buts, comme pour faire la chasse, et ensuite partent. Okay? C'est très, très différent que les êtres humains qui sont beaucoup plus sociaux. Mais il y a certaines espèces qui sont presque sociales entre elles au même niveau que les humains sont sociaux entre eux. Okay? Et une espèce en particulier qui a fait rouler énormément de recherches, c'est le campagnol des prairies que l'on voit ici. Maintenant, le campagnol des prairies est un mammifère placentaire, comme nous, les êtres humains. Okay? Ce n'est pas un primate, comme nous. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la famille des grands singes, comme les chimpanzés, les gorilles. Donc, il n'est pas aussi proche de nous en termes de l'évolution qu'un chimpanzé, mais il est quand même assez proche dans le sens que c'est un mammifère, comme nous. Et les mammifères ont beaucoup de structures neurophysiologiques en commun. Il y a beaucoup de structures neurophysiologiques en commun entre les êtres humains et plusieurs autres mammifères. Donc, en étudiant le campagnol des prairies,
on peut savoir certaines choses sur les mammifères, et les êtres humains sont des mammifères. Donc, ça nous approche un peu plus à comprendre certains aspects neurophysiologiques de l'affiliation sociale, du besoin d'appartenance, de cette tendance que nous avons à nous tenir en groupe. Ce qui est le fun, c'est que le campagnol des prairies offre aussi, il a son inverse, si on veut, qui est un autre genre de campagnol qui n'est pas du tout social, lui. Okay? Donc, vous avez le campagnol des prairies et le campagnol des montagnes. Okay? Et c'est la même... c'est pas la même espèce, mais ils sont très proches l'un de l'autre, sauf à certains égards. Okay? Et entre autres, le fait que les campagnols des prairies sont très sociales, très monogames. Okay? Ils restent en famille, ils se tiennent avec un petit groupe pendant pas mal toute leur vie, ils restent avec leurs partenaires. Les campagnols des montagnes, eux autres, ils sont pas du tout monogames. Okay? Ils sont très individuels. Ils ne restent pas du tout avec leurs partenaires. C'est l'inverse vraiment de la monogamie et de la fidélité sociale, si on veut. Et on peut se demander, bon, OK, si on prend les campagnols des prairies et le campagnol des montagnes, et qu'on découvre quelque chose de physiologiquement différent à propos des campagnols des prairies, on peut faire l'hypothèse que ce qu'on a découvert est associé au fait que ces campagnols des prairies-là sont très sociales, et on pourrait faire l'argument que c'est peut-être ce qui rend aussi les humains très sociaux. Et ce qu'on découvre quand on fait un peu de recherche, c'est que certaines hormones, l'ocytocine et la vasopressine, jouent un rôle important dans les comportements d'affiliation chez le campagnol des prairies. OK? L'ocytocine et la vasopressine jouent un rôle important dans les comportements d'affiliation. Okay? Ce sont deux hormones qui ont toutes sortes de rôles, mais qui sont extrêmement importantes chez le campagnol des prairies, okay? Pour leur comportement d'affiliation sociale, pour le fait qu'ils se tiennent en groupe, qu'ils se tiennent avec leurs partenaires, et ainsi de suite. Okay? Et l'effet de ces deux hormones-là est sexuellement dysmorphique, qui est une façon, c'est une expression qui a l'air tellement compliquée, mais elle ne l'est pas, ce qui veut dire que leur effet est différent selon le sexe, sinon si c'est un mâle ou une femelle. Okay? Alors, une des manières qu'on peut étudier ça, c'est qu'on peut donner des antagonistes d'ocytocine et de vasopressine. Alors, des antagonistes d'ocytocine et de vasopressine, ce sont des produits que l'on injecte dans le système du campagnol des prairies, okay? Dans le cerveau, je crois bien, à cause de cette barrière sans cerveau, on va les injecter directement dans le cerveau, chez eux. Et ces antagonistes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les récepteurs d'ocytocine et les récepteurs de vasopressine. Donc, ils empêchent l'ocytocine et la vasopressine de faire leur travail, de connecter avec des récepteurs et faire leur travail. Des récepteurs sur des neurones. Les neurones des campagnols des prairies ont des récepteurs pour l'ocytocine et la vasopressine. Et ces antagonistes d'ocytocine et de vasopressine-là sont des produits qu'on injecte qui vont bloquer ces récepteurs-là. Comme si vous mettiez un morceau de gomme ballon dans une serrure de porte. Et maintenant, la serrure ne peut plus être ouverte avec l'ocytocine ou la vasopressine. Okay? Et quand on fait ça, quand on bloque ces récepteurs d'ocytocine et de vasopressine, ce que ça fait, c'est que ça empêche l'ocytocine et la vasopressine d'être captées par ces récepteurs-là et ça réduit les comportements d'affiliation sociale chez ce groupe-là de campagnols des prairies. Plus spécifiquement, cet effet sexuellement dysmorphique-là, ce qui veut dire l'effet qui est différent entre les mâles et les femelles, est que ce sont les antagonistes d'ocytocine qui réduisent les comportements chez la femelle et les antagonistes de vasopressine qui réduisent les comportements d'appartenance sociale chez les mâles. Okay? Donc, ce qu'on a ici, c'est des preuves comme quoi l'ocytocine et la vasopressine jouent un rôle important dans les comportements d'affiliation sociale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on bloque les récepteurs de ces deux produits-là et on empêche ces produits-là
de faire leur travail dans les neurones, ce qu'on voit, c'est une diminution du comportement d'affiliation sociale. Ce qui suggère grandement que l'ocytocine et la vasopressine ont un rôle important dans les comportements d'affiliation. Parce que lorsqu'on bloque leur fonctionnement, les comportements d'affiliation descendent, diminuent. Okay? Ça, c'est ce qu'on a observé chez le campagnol des prairies. Ce qu'on a observé chez le campagnol des montagnes, qu'on a vu qui est très différent que celui des prairies au niveau social, qui est plutôt asocial et pas du tout monogame, ce qu'on retrouve, c'est que ces campagnols-là, lorsqu'on mesure le montant d'ocytocine et de vasopressine qu'ils créent directement dans leur système, ils en produisent moins que les campagnols des prairies. Okay? Ce qui suggère encore que ces deux produits-là, ces deux neuropeptides-là, sont importants pour les comportements d'affiliation sociale. Parce que lorsqu'on bloque leur action chez les campagnols des prairies, ça diminue les comportements sociaux. Et lorsqu'on va chez les campagnols des montagnes qui ont un comportement social diminué en général, on retrouve une moindre production de ces deux substances-là. Ils en produisent moins dans leur cerveau, d'ocytocine et de vasopressine. OK? Et vous pourriez vous dire, ah, OK, mais donc, comme ils en produisent moins, est-ce qu'on pourrait faire augmenter leur comportement social à ces campagnols des montagnes-là si on injectait dans leur cerveau de l'ocytocine et de la vasopressine? OK? On pourrait injecter de l'ocytocine et de la vasopressine et on verrait donc leur comportement social augmenter. Et quand on essaie ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et là, on pourrait se dire, ah, ça veut dire que la vasopressine et l'ocytocine n'ont pas vraiment rapport alors au comportement social. Parce que si on en injecte un campanelle des montagnes, qui en a naturellement moins, ça n'augmente pas ses comportements sociaux. Okay? Mais ça serait une conclusion fausse, ça. Parce que le problème, c'est qu'ils ont moins de récepteurs pour ces substances-là sur leurs neurones. Donc, vous pouvez leur injecter plein de cytocine et de vasopressine comme vous voulez. Ils n'ont pas de récepteurs pour capter ces trucs-là. C'est comme, vous pouviez me donner, vous pouvez pas m'injecter, vous pouvez me donner 300 clés. Okay? Ben, si j'ai pas de serrure, ces clés-là vont être absolument inutiles. J'ai pas de serrure, fait que les clés sont inutiles. Okay? Donc, le problème des campanelles des montagnes, c'est qu'ils produisent moins de cytocine et de vasopressine, mais moins que les campanelles des prairies, mais ils ont moins de récepteurs pour ces substances-là. Fait que dans le fond, d'une certaine manière, c'est pas qu'ils en produisent pas assez de cytocine et de vasopressine, ils en produisent probablement juste assez pour le nombre de récepteurs qu'ils ont. Mais ils ont moins de récepteurs. Alors, il y a moins de production de cytocine et de vasopressine, et même si vous les injectez avec la production de l'ocytocine et de la vasopressine, ça ne va rien changer parce qu'il n'y a pas de récepteurs pour accueillir tous ces neuropeptides-là et présumément faire leur action et augmenter les comportements sociaux. Chez le campagnol des prairies, tantôt j'ai parlé d'un antagoniste, vous vous souvenez, j'ai parlé d'un antagoniste de cytocine et de vasopressine. Donc ça, c'est une substance que vous injectez et qui va bloquer les récepteurs de cytocine et de vasopressine, donc qui leur permet de ne pas faire leur travail, dans le fond. Mais chez les campagnols des prairies, on peut aussi injecter des agonistes d'acétocine et de vasopressine. Ça, ce sont des substances qui ne sont pas de l'ocytocine ou de la vasopressine, mais qui leur ressemblent beaucoup et qui peuvent s'insérer dans les récepteurs d'ocytocine et de vasopressine. Ils ont un peu la même forme, ce n'est pas de l'ocytocine ou de la vasopressine, mais ils vont aller déclencher les récepteurs d'ocytocine et de vasopressine parce qu'ils ont quelque chose de similaire. Et lorsqu'on fait ça chez le campagnol des prairies, on augmente encore plus les comportements monogames. OK? Chez ce campagnol qui est déjà très monogame. Donc, ce que j'essaie de dire dans le fond, c'est que lorsqu'on insère chez le campagnol des prairies, qui est très monogame, très fort au niveau de l'affiliation sociale, si on donne des antagonistes de cytocine et de vasopressine, on voit une diminution au niveau du comportement social. Si on donne des agonistes de cytocine et de vasopressine, on voit une augmentation au niveau des comportements monogames.
Et donc, ça commence à vraiment faire le point, faire une preuve comme quoi l'ocytocine et la vasopressine, ocytocine chez les femmes, chez les femelles, vasopressine chez les mâles, sont vraiment pertinents, reliés aux comportements sociaux. Ils font partie du système physiologique qui est relié aux comportements sociaux. Et il y a d'autres recherches intéressantes chez ces campagnols des prairies-là. L'administration d'antagonistes diminue l'attachement du bébé à sa maman, par exemple. Lorsque vous administrez à une jeune maman campagnole des prairies des antagonistes d'ocytocine, elle prend moins soin de son petit, elle nourrit moins son petit, elle porte moins attention à son petit, elle le protège moins, etc. OK? Donc, ce qui nous suggère que vraiment, il y a quelque chose à propos de l'ocytocine chez les femelles, la vasopressine chez les mâles au niveau des campagnols des prairies. Okay? Maintenant, la question c'est, est-ce que ça se transfère aux êtres humains? Est-ce que ce qu'on a trouvé chez les campagnols des prairies, est-ce que ça nous dit quelque chose chez les êtres humains? Mais là, c'est dur à savoir. Les deux sont des mammifères placentaires. Les êtres humains produisent-ils de l'ocytocine? Oui. Produisent-ils de la vasopressine? Oui. Donc, peut-être que l'ocytocine a le même rôle, la même importance chez les êtres humains. Entre autres, ce qu'on croit savoir, c'est que l'ocytocine chez les êtres humains augmente lorsque on se retrouve avec des gens qui nous sont plaisants, lorsqu'on tient avec des personnes. Elle augmente. Donc, ça suggère, mais on peut pas vraiment. Ben c'est dur de faire ça de manière expérimentale avec des êtres humains. Mais on a des données qui suggèrent qu'il y a un lien entre l'ocytocine chez les êtres humains et l'attachement social, l'appartenance sociale. Entre autres, chez les humains, la stimulation mammaire cause un relâchement d'ocytocine. Okay? Pensez donc par exemple à un bébé qui tète le sein de maman. Okay? Dans des situations comme ça, lorsqu'on mesure les taux d'ocytocine sanguin, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une production massive d'ocytocine chez la maman qui est en train de faire la tétée à son enfant. Okay? Et donc, ça suggère que... et c'est une expérience qui est plaisante pour l'enfant. La maman se sent vraiment attachée à son enfant pendant qu'elle le nourrit. Oui, il peut y avoir de la douleur, évidemment, là, mais les mamans se sentent très attachées. Et donc, cette ocytocine-là, chez l'être humain, semblerait jouer un rôle au niveau vraiment de l'attachement avec les autres. Mais c'est pas 100% clair. Okay? Fait intéressant, il y aurait aussi une production massive d'ocytocine qui serait relâchée dans notre système lors de l'orgasme sexuel, lors de l'orgasme, autant chez les mâles que chez les femelles, chez les hommes que chez les femmes. Okay? Ça, c'est vraiment intéressant. L'ocytocine pourrait être reliée à l'attachement au niveau sexuel aussi, autant que l'attachement entre maman et enfant. Donc, c'est clair que l'ocytocine a un rôle quelconque dans nos comportements d'affiliation sociale chez les êtres humains. La question, c'est quel rôle spécifique? Est-ce qu'il y a comment ça varie avec les contextes? Ainsi de suite. Mais c'est assez clair, entre autres, grâce aux recherches sur les campanelles des prairies et certaines recherches chez l'être humain, que la vasopressine et l'ocytocine ont un rôle au niveau de l'affiliation sociale. OK? Et on peut voir ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire chez les êtres humains, mais si on fait une dissection du cerveau des campagnols des montagnes et des campagnols des prairies, donc vous vous souvenez, les montagnes, là j'ai inversé ici, celui qui est à droite va être à gauche, celui qui est à gauche va être à droite, là. Le campagnol des montagnes, ici est à gauche, celui qui est socialement polygame, OK? Qui reste pas avec les partenaires, qui est qui se balade de l'un à l'autre, OK? Lui, ce qu'on voit, c'est en fait... je vais le contraster à l'autre, parce que l'autre, c'est plus facile à voir. Notre campagnol des prairies, qui est très socialement monogame, ce que l'on voit, c'est que toute cette partie-là, ici, en noir, ce sont des récepteurs d'ocytocine. Donc, les récepteurs d'ocytocine sont vraiment concentrés. Il y en a beaucoup, 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 comparativement aux
Campanule des montagnes, qui lui est plus polygame, beaucoup moins monogame. Ce que vous pouvez voir, c'est que cette zone de récepteurs est beaucoup plus petite que ici. OK? Et ces récepteurs-là sont pas mal situés dans le nucleus accumbens, qui est une zone du cerveau qui est importante pour le sentiment de récompense. Et donc, ce qui suggère que ces campagnols des prairies-là, lorsqu'ils sont en relation sociale, ils produisent de l'ocytocine, et ça active des zones de récompense, donc ils vivent les relations sociales, ils sont motivés. C'est comme une récompense, les relations sociales. OK? Comparativement à ici, où est-ce qu'il n'y a presque pas de récepteurs là, chez les socialement polygames. Donc encore, vous pouvez leur injecter toutes sortes d'ocytocine que vous voulez. Vous voyez pas, ils n'ont pas assez de récepteurs. Ici, même chose pour les récepteurs de vasopressine. On voit une énorme différence entre ici et là. OK? Très, très grande différence entre les deux. Okay? Cette idée qu'il n'y a pas assez de récepteurs chez les campagnols des montagnes qui sont socialement polygames, et vous pouvez les injecter de vasopressine et de cytocine tant que vous voulez, ça ne va rien changer. À ma connaissance, je pense qu'il y a des recherches, j'en parle pas ici, mais je pense qu'il commence à avoir des recherches où est-ce qu'avec de la manipulation génétique, on peut faire pousser chez des campagnols des montagnes plus de récepteurs d'ocytocine, par exemple, dans ces zones-là. En manipulant génétiquement ces campagnols des montagnes, avec toutes sortes de technologies, on peut faire pousser chez eux, chez leurs neurones, plus de récepteurs d'ocytocine. Et là, si on injecte de l'ocytocine, maintenant, il y a plus de récepteurs pour la recevoir. Et à ma connaissance, ce qu'on voit, c'est une augmentation dans les comportements sociaux de ces campagnols qui, au départ, normalement, sont relativement antisociales. Okay? Ce qui, encore une fois, suggère l'importance de l'ocytocine et de la vasopressine chez les mâles. Donc, on a des raisons de croire que l'ocytocine est importante chez les êtres humains pour les relations sociales, relations sexuelles, relations parents-enfants. Mais c'est pas clair complètement, OK? Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire pour des raisons éthiques, qu'on ne peut pas nécessairement faire chez des êtres humains. Cela dit, on peut regarder d'autres substances, d'autres neuropeptides qui sont produites dans le cerveau humain et dans le corps humain, dans le cadre de relations sociales. Entre autres, les opioïdes. Okay? Les opioïdes endogènes, c'est-à-dire des opioïdes, vous avez sûrement entendu parler des opioïdes en tant en termes de drogue illégale, comme je pense que la morphine, pas la cocaïne, mais mon Dieu, celle qui ok, je me souviens plus, mais ça fait rien. Une injection de... Oh Seigneur, je m'en souviens plus. En tout cas, les opioïdes, on les connaît sous forme de drogue illégale, mais vous produisez aussi des formes d'opioïdes. Ah, je viens juste de trouver la drogue dont je pense. Je pensais à l'héroïne. Héroïne, codéine, morphine, tout ça, ce sont des opioïdes, ok? Qui ont des drogues qui ont tendance à grandement mettre dans un état de relaxation assez intense. Là, ce sont certainement pas des excitateurs comme la cocaïne ou la caféine ou des trucs comme ça. Okay? C'est plutôt l'inverse. Okay? Ce qu'on croit avoir observé chez l'être humain, c'est que l'isolation sociale... Bon, ces opioïdes-là, vous en produisez vous-même constamment dans votre corps. Okay? Et l'isolation sociale causerait une baisse d'opioïdes, ce qui motiverait l'organisme à rechercher du contact social. Donc, si on vous isole socialement, votre corps a tendance à moins produire de ces opioïdes-là. Et ce qu'on pense, c'est que lorsqu'il produit moins ces opioïdes-là, vous êtes plus motivé à rechercher du contact social. Si vous avez ces opioïdes-là, si vous les produisez en plus grande quantité,
Donc, si on vous remet en situation sociale et que vous recommencez à les produire en plus grande quantité, cela inhibe votre tendance à rechercher du contact social. OK? Et il y a même des recherches qui regardent qu'est-ce qui arrive quand on prend quelqu'un qui est en isolation sociale, mais on lui injecte des opioïdes qui ne sont pas endogènes, qui sont exogènes maintenant, comme un peu de morphine ou quelque chose comme ça, ou de codéine. Et je pense que ce qu'on voit, c'est que les gens ont moins tendance encore à rechercher du contact social. OK? Donc, il y a un lien là, entre les opioïdes et le contact social chez les êtres humains. Et il y a des données similaires chez les rats. OK? Encore une fois, les rats sont souvent utilisés pour essayer de comprendre les êtres humains. Ils sont utilisés dans des modèles animaux. OK? Bon, évidemment, ce ne sont pas des êtres humains, mais comme les campagnols, ce sont des mammifères, donc il est possible que comprendre des choses chez eux peuvent nous permettre de comprendre des choses chez nous. OK? Et voici quelque chose d'intéressant à propos des rats. Vous avez ici un bébé rat, OK? Ce qui est la chose la plus mignonne au monde, je dois avouer. Là. Si vous isolez un bébé rat, OK? Vous l'isolez socialement, ce que le rat va avoir naturellement tendance à faire, les rats ont évolué pour faire des vocalisations ultrasoniques lorsqu'ils sont isolés, les bébés rats. Okay? Lorsque vous isolez un bébé rat, il va émettre une sorte de vocalisation ultrasonique. C'est des petits sons que vous n'entendrez pas, mais que les autres rats alentours entendent. Okay? Et ce sont des signaux comme quoi ils sont isolés. Et l'idée, c'est que dans la nature, c'est très dangereux d'être isolé, surtout en tant que bébé. Vous allez vous faire croquer en 2 minutes par un prédateur quelconque. Et donc, en émettant ces vocalisations-là, c'est comme un signal d'alarme et pour attirer les autres alentours de nous qui peuvent nous aider. Donc, les bébés rats ont tendance à faire ça naturellement. OK? Et ce qui est intéressant, c'est, OK, si on isole un bébé rat qui fait des vocalisations ultrasoniques, qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne va plus faire ces vocalisations ultrasoniques? Bien, une première chose qui va grandement diminuer ces vocalisations-là, c'est si on le met en présence d'un compagnon. Juste en présence d'un autre rat. Okay? Mais ce n'est pas obligé d'être un compagnon qui est actif, qui porte attention, qui interagit avec le bébé rat. On peut complètement anesthésier le compagnon. Il est complètement knocked out, là. Il est inactif. On fait juste le mettre à côté et les diminutions diminuent. Les vocalisations du bébé rat diminuent. Donc, juste la simple présence d'un compagnon, pas le fait que le compagnon est activement engagé avec nous, juste la simple présence physique d'un compagnon fait diminuer les vocalisations. Okay? Mais ces vocalisations diminuent aussi avec de faibles administrations, une faible dose administrée de morphine. Qui est quoi? Bien, qui est un opioïde, justement. Alors, si on donne un peu d'opioïde, ça diminue ces vocalisations, ce genre de système d'alarme qui dit « je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul ». Okay? Et si on donne un antagoniste d'opioïdes, ça veut dire quelque chose qui va bloquer les récepteurs d'opioïdes, comme le naltrexone, qui est une substance, je crois, que l'on donne aux personnes qui sont dépendantes aux opioïdes. Ça va bloquer les récepteurs d'opioïdes, comme ça, quand ces gens-là prennent par exemple, si quelqu'un est addicté à l'héroïne, vous pouvez leur donner du naltrexone, ça va bloquer les récepteurs d'opioïdes. Quand ils vont prendre leur héroïne, ils sont addictés à ça, ça va leur donner moins l'effet. Parce que cette drogue-là ne va pas aller... ne va pas pouvoir aller déclencher les récepteurs parce que ces récepteurs vont être bloqués par le naltrexone. Okay? Et donc, la personne va avoir moins d'effet de l'héroïne et graduellement, son système va apprendre à ne plus être dépendant de ça. OK? Si on donne des antagonistes d'opioïdes comme le naltrexone au bébé rat, les cris ne sont pas éliminés, même en présence d'un compagnon. OK? Donc, juste pour être clair de ce que ça veut dire, c'est que la présence du compagnon, qui normalement diminue les cris, si on bloque
les récepteurs d'opioïdes à l'intérieur du bébé rat, cette présence de compagnon ne va plus faire diminuer les cris. Donc, ce qu'il y a chez le compagnon, c'est qu'il y a un stimulus visuel. Le bébé rat voit le compagnon, probablement le sent plus par son odeur. Okay? Et ça fait que ce bébé rat produit des opioïdes qui fait que ça diminue son système d'alarme de vocalisation ultrasonique. Mais si vous bloquez ces récepteurs d'opioïdes, la présence du compagnon ne va pas faire diminuer ces vocalisations ultrasoniques. OK? Et il y a d'autres recherches chez plusieurs primates non humains, donc des chimpanzés, probablement surtout des chimpanzés, mais aussi des formes des types de singes aussi plus petits, là, pas des grands singes comme des gorilles, des chimpanzés ou des orang-outans, mais des plus petits singes, OK? Des primates, où est-ce qu'on peut faire de l'administration d'opium et d'autres opioïdes, et ce qu'on voit, c'est que ça réduit chez eux la poursuite de relations sociales. OK? Donc, chez plusieurs primates, entre autres, qui sont évolutionnairement plus proches des êtres humains que d'autres animaux, si on injecte de l'opium ou des opioïdes dans leur système, ils ont moins tendance à poursuivre des relations sociales, donc à vouloir activement poursuivre des relations sociales. OK? Ce qui est intéressant. Ce qu'on sait aussi, c'est que les fameuses hormones qui sont relâchées dans l'axe HPA qu'on avait vu dans le cadre de la présentation sur les émotions et la santé, elles varient beaucoup en fonction du niveau d'interaction sociale. Okay? Vous produisez beaucoup plus d'hormones de stress lors d'une séparation sociale. Et vos hormones de stress sont produites de manière beaucoup réduite, beaucoup diminuée, lors d'une réunion. Donc, là, pas une réunion de travail, là, mais lorsque vous êtes réunis avec quelqu'un qui vous est cher, ou le retour d'un individu duquel vous étiez séparé. OK? Donc, si, par exemple, lorsque vous amenez un enfant à l'école pour la première fois, et que cet enfant pleure, apparemment, moi, en fait, je pense que je m'en souviens, la première fois que je suis allé à l'école, j'ai pleuré beaucoup. OK? Quand vous voyez un enfant faire ça, par exemple, c'est pas juste que de dire cet enfant-là est émotionnel. C'est au niveau émotionnel, puis au niveau des pensées, puis au niveau des émotions. Il est triste. Non, oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais il y a aussi une composante physiologique. Cet enfant-là est littéralement en état d'alarme au niveau hormonal. Il est en train de produire si vous preniez une prise sanguine de cet enfant-là, vous verriez qu'il produit des hormones de stress beaucoup plus que quand maman et papa reviennent, quand ils le retrouvent, par exemple. OK? Donc, et puis à court terme, c'est pas un problème. Mais à long terme, les gens qui sont isolés de manière chronique, qui n'ont pas de compagnons, qui n'ont pas d'amis, qui vivent des styles de vie qui les isolent socialement des autres, à long terme, ces gens-là peuvent souffrir de toutes sortes de problèmes de santé physique et psychologique, reliés entre autres au fait que l'axe HPA est constamment en train de produire des hormones de stress. Je vous l'ai dit, c'est mauvais pour la santé d'être seul. Maintenant, il faut faire une différence entre la solitude et l'isolement. Plusieurs personnes aiment la solitude, moi inclus. Okay? Très souvent, quand je suis en groupe, la première chose que je vais faire, c'est retourner chez nous tout seul. Mais c'est quand même très important de se retrouver de temps en temps en groupe, d'avoir l'impression qu'on a un système social autour de nous. Très important. Et entre autres, ce que l'ocytocine et la vasopressine auraient tendance à faire chez les êtres humains et chez d'autres mammifères, ça serait de réduire l'activité hormonale de cette fameuse axe HPA, hypothalamo-pituitaire adréno-cortical, qui produit des hormones de stress. Donc, l'ocytocine et la vasopressine, une de leurs fonctions, ça serait de réduire l'activité de cet axe-là qui produit des hormones de stress. OK? Et une des idées, c'est que ce qu'on croit, c'est que par défaut, par exemple, les êtres humains, par défaut, ont tendance à réagir avec une certaine dose de défense et d'agression à des stimuli inconnus. Lorsqu'on est approché par quelque chose d'inconnu, on a naturellement tendance, beaucoup plus, à être agressif ou défensif. Et il y a des bonnes raisons pour ça, parce que nos ancêtres qui auraient été comme ça auraient probablement
survécu plus et se seraient reproduits plus que ceux qui auraient accueilli l'inconnu avec aucun problème, parce que l'inconnu, et je ne parle pas juste des gens inconnus, là, mais les situations inconnues, les gens inconnus, les environnements inconnus, peuvent être source de danger. Okay? Et nous avons évolué pour être naturellement, avoir tendance un peu plus à être agressif ou défensif à des stimuli inconnus. Et ce qu'on croit, c'est que ça, c'est notre réponse un peu par défaut. Et ce que la vasopressine et l'ocytocine viennent faire, c'est qu'elle vient diminuer cette réponse-là. Donc, on crée de la vasopressine et de l'ocytocine en relation sociale, et c'est ça qui nous permet de ne pas être défensif et agressif avec nos relations sociales, avec les gens que l'on aime bien. C'est ça qui nous permet de ne pas rester dans ce monde agressif, de ce mode agressif-défensif-là. Donc, elle serait importante à la formation de nouvelles relations sociales en inhibant la réaction de protection. Elle serait importante dans le fait qu'on se fait des nouvelles connaissances parce qu'elles permettent d'inhiber, de diminuer notre tendance à réagir à la défensive et à de manière défensive et agressive à quelqu'un de nouveau. Parce qu'on ne sait jamais quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un de dangereux. Ça, c'est un peu notre défaut. Et on a ces hormones-là, ces neuropeptides-là, qui viennent un peu inhiber ça. OK? On croit que c'est comme ça que ça fonctionnerait. Certains auteurs, dont Jack Panksepp, que l'on voit ici, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui est un géant de la neuroscience affective, c'est-à-dire la neuroscience des émotions et de l'affiliation sociale et tout ça, ont même postulé, ont même fait comme hypothèse que cette expérience de détresse sociale que l'on a lorsqu'on est isolé, par exemple, elle est en partie produite par des systèmes neurophysiologiques qui sont aussi impliqués dans la douleur physique. Okay? Ce que je veux dire, ce que je viens juste de dire, c'est que lorsque vous êtes physiquement en douleur, certains systèmes neurophysiologiques produisent cette sensation de douleur-là. Okay? Et des auteurs comme Panksepp disent que lorsque vous êtes en détresse sociale, ces systèmes neurophysiologiques-là, qui normalement sont impliqués dans la douleur physique, ils sont aussi activés. Ce qui veut dire que quand quelqu'un dit qu'il se sent mal ou il y a de la douleur émotionnelle d'être isolé, c'est pas juste une métaphore ou une genre de façon poétique de parler. Selon ces auteurs-là, c'est réel. Dans le sens où c'est pas une douleur physique, mais les structures neurophysiologiques qui sont impliquées dans la douleur physique sont aussi en partie impliquées dans cette expérience de douleur sociale, de détresse sociale, d'être coupé des autres, d'être isolé. Okay? C'est ce qu'on appelle une exaptation. C'est un exemple d'exaptation. Okay? Et exaptation, pour faire une histoire courte, c'est, imaginons que vous avez dans votre corps un système qui normalement s'occupe de tel phénomène, le phénomène A, okay? Ben, il peut être utilisé, ce système-là aussi, peut être recruté pour un autre phénomène, comme le phénomène B. Okay? Ce qui est dans le fond, je l'explique mal, là, mais l'idée ici, c'est que le système qui régule les relations sociales aurait été élaboré à partir du système responsable de la douleur physique. Que si on regarde l'évolution, okay, un des premiers systèmes qui a évolué au cours de l'évolution des espèces, c'est un système qui permettait à des organismes de ressentir la douleur physique. C'est très important pour les formes de vie de savoir s'ils sont en train d'être blessés ou non. Très, très important. Donc, il a évolué très tôt chez les formes de vie un genre de système de douleur physique. Parce que la douleur nous donne l'information sur est-ce que mon enveloppe corporelle est compromise ou non? Là? Est-ce que je suis en train de mourir ou non? Est-ce que je devrais bouger ou non? Est-ce que je devrais ne pas toucher ça ou non? Et ce que cette idée d'exaptation dit, c'est qu'ici, vous avez un système responsable de la douleur physique, et plus tard au cours de l'évolution, okay, il y a eu d'autres systèmes qui se sont bâtis, dont un système qui régule les relations sociales. Mais ce système-là qui régule les relations sociales, il est bâti à partir du système qui est responsable de la douleur physique.
Ce qui veut dire que la douleur que vous ressentez quand quelqu'un casse, quand votre blonde casse avec vous, votre chum casse avec vous, la douleur que vous ressentez lorsque quelqu'un perd un partenaire de vie, la douleur que vous ressentez lorsque votre meilleur ami vous ghost tout à coup, pour utiliser un terme nouveau, cette douleur-là que vous ressentez, qui est une douleur, pas une douleur physique, mais presque, ce genre de douleur émotionnelle, elle est en partie le produit de ces mêmes systèmes qui sont responsables de la douleur physique. Ça, c'est l'idée d'exaptation. Le fait qu'un système responsable pour la douleur physique est utilisé plus tard, ou à un niveau plus élevé, aussi pour des formes de détresse qui ne sont pas physiques, mais qui sont plutôt sociales / émotionnelles. Okay? Et certaines études ont observé que l'exclusion sociale, entre autres, active le cortex singulaire antérieur, qui est une partie du cerveau qui est aussi impliquée dans l'aspect affectif de la douleur physique. Donc, la douleur physique, elle a deux aspects, là, tu sais, et un de ces aspects, c'est l'aspect affectif, l'aspect que c'est négatif, la douleur, ok? Il y a cet aspect-là. La douleur, c'est négatif, on n'aime pas ça, il y a un affect négatif là-dedans, il y a une valence négative, ok? Et ça, c'est beaucoup associé au cortex singulaire antérieur. Et si je vous exclus socialement et que je mesure votre cortex singulaire antérieur, ce que j'ai des chances de voir, c'est qu'il va s'activer comme si vous étiez en douleur physique. Encore une fois, c'est un exemple d'un système neurologique, le cortex singulaire antérieur, qui normalement est occupé dans la perception et la formation de douleurs physiques, mais qui s'active dans des cas où il n'y a pas de blessure physique du tout, mais il y a plutôt un genre de... pas une blessure, mais il y a un problème au niveau social. Il y a un manque au niveau social. Donc, ce qui suggère vraiment que quand les gens disent que casser avec son chum ou sa blonde, c'est douloureux, qu'être isolé de ses proches, c'est douloureux, c'est pas juste une genre de métaphore ou un genre de façon poétique de dire il y a vraiment une douleur là. C'est pas la même douleur évidemment que lorsqu'on laisse tomber une brique sur son gros orteil ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui ressemble à de la douleur et qui serait en partie produit par ces structures du cerveau qui normalement sont impliquées dans la douleur physique. Et ça, c'est un exemple d'exaptation. Alors, au niveau physiologique, il y a beaucoup de preuves à l'appui comme quoi l'appartenance sociale est un besoin fondamental, inscrit dans notre biologie. Et non pas simplement c'est quelque chose qu'on aime et qui nous bénéficie et qu'on aime bien avoir, on en a besoin. Okay? La dernière preuve de comportement, la dernière preuve comme quoi l'appartenance sociale est un besoin fondamental, c'est au niveau de nos comportements. J'ai déjà dit qu'au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, l'appartenance sociale et les relations sociales jouent un énorme rôle, mais les relations sociales jouent un énorme rôle aussi au niveau de nos comportements. La plupart de nos comportements sont des comportements qui sont émis par rapport à notre relation avec les autres. Okay? Et un très bel aspect de ça, c'est la conformité. Okay? C'est que nous nous conformons quotidiennement aux normes sociales. Presque tout ce que vous faites dans une journée est, d'une certaine manière, vous vous conformez à certaines normes sociales. Et vous pouvez bien dire, bah, moi je suis un anticonformiste, juste sur certains trucs. Même les gens les plus anticonformistes se conforment à plein de normes sociales. Plein de normes sociales. OK? C'est juste qu'ils en ont pris quelques-unes sur lesquelles ils choisissent de ne pas se conformer. Et c'est très bien, il n'y a rien de mal avec les anticonformistes. OK? On en a besoin. Mais, même les gens les plus anticonformistes se conforment sur plein de normes sociales. Okay? Nous sommes des êtres, des animaux, les êtres humains, qui se conforment de manière extrême. C'est en partie notre force. C'est ça qui nous permet de nous mettre en groupe, de créer des cultures, okay? Et ainsi de suite. Et traditionnellement, ce phénomène de conformité s'explique de deux sources d'influence. Informationnelle et normative. Okay? C'est-à-dire que si on regarde, très souvent, les gens vont se conformer à quelque chose à cause qu'ils ont considéré de l'information, puis ça fait du sens. Comme par exemple, tu devrais faire telle chose.
Pourquoi? Puis là, vous donnez une bonne raison avec beaucoup d'informations. Puis les gens vont dire, ah, ok, bonne idée, je vais me conformer à ça, je vais le faire. Pourquoi? Parce que au niveau informationnel, ça fait du sens. Il y a des bonnes raisons pour le faire. Mais une énorme autre partie de pourquoi on se conforme, c'est pas parce qu'on a pensé aux choses puis l'information fait du sens, mais c'est la source normative d'influence. C'est que très souvent, on va se conformer, pas parce qu'on a pensé à ça, mais parce que les autres le font. Parce que c'est ce que les autres font. Et donc, il y a plein de choses dans votre vie que vous faites, que vous vous êtes conformé à faire, et que c'est pas du tout que vous avez choisi ça, parce que vous avez pensé à ça. Non, c'est parce que tout le monde le fait, alors vous le faites aussi. Et c'est pas mauvais, c'est très bien. Il faut survivre socialement. OK? C'est très bien la conformité. Le problème, c'est de la conformité mal appliquée. Ça, c'est un problème. Et de la conformité à l'extrême, ou de la conformité qui mène à des comportements violents et agressifs de la part d'un groupe vers un autre groupe, ça, c'est problématique. Mais la conformité en tant que telle, c'est comme de la glu sociale, c'est de la colle sociale, c'est ça qui nous permet de vivre en société. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans, et on est tous hyper conformistes. Même les plus anticonformistes de nous se conforment à toutes sortes de trucs. OK? Et cette source d'influence normative, lorsque vous conformez à quelque chose de manière normative, c'est souvent relié au fait que les gens souhaitent éviter la réjection sociale. OK? Ben, tu sais, vous êtes invité à un repas, ben, hey, il faudrait amener une bouteille de vin. Pourquoi il faut amener une bouteille de vin? Ben, c'est ce qu'il faut faire. Si on n'amène pas une, pour qui on va passer? OK, fine, on va apporter une bouteille de vin. Tu sais? C'est un peu cet exemple-là. Très souvent, on veut éviter la réjection sociale. Okay? Nous sommes des êtres humains, souvenez-vous, nous sommes des animaux qui avons évolué pour être en groupe. La réjection sociale, c'est dangereux. Okay? Bon, aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un peut être rejeté d'un groupe, puis quand même survivre assez bien, trouver de la nourriture, tout ça. Mais jusqu'à très récemment, dans l'histoire de l'être humain, être rejeté de son groupe, c'était la mort certaine, en quelques jours, sinon quelques semaines. OK? Et donc, toute notre biologie est fondée sur le fait qu'on souhaite rejeter, on souhaite éviter la réjection sociale. OK? En général. En général. Il y a des groupes desquels on ne veut pas faire partie. C'est correct. Mais les groupes desquels on fait partie, qu'on valorise, on est vraiment motivé à éviter d'être rejeté de ces groupes-là. Et c'est vraiment douloureux d'être rejeté de ces groupes-là. Okay? Et donc, cette tendance qu'on a à essayer d'éviter la réjection sociale peut nous mener à toutes sortes de trucs de conformité qui font pas de sens. Et peuvent parfois nous amener à agir contre nos valeurs ou contre nos perceptions. C'est quelque chose qui est très bien documenté en psychologie, mais l'étude classique, c'est celle de 1951 de Asch sur la conformité. Où est-ce que vous voyez un paquet de gens ici? Okay? Il y a là-dedans un participant. Tous les autres font semblant d'être des participants aussi, mais ce ne sont pas des participants, ce sont des acteurs qui font semblant d'être participants. Le participant, disons ici en blanc, pense que tout le monde ici sont des participants, mais il y a juste lui qui est un participant. Lui, l'expérimentateur, dit « On va vous montrer des lignes références, en voici une ligne référence. Puis là, on va vous montrer des lignes candidates, disons. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de nous dire laquelle de ces lignes candidates, la A, la B ou la C, est la même longueur que celle de référence. Et je pense que dans cet exemple-là, c'est la C, si je ne me trompe pas. Okay? La C est de la même longueur que la ligne de référence ici. Right? Okay? Très simple, tout le monde peut avoir ça. Sauf que dans cette étude-là, ce qui va arriver, c'est que l'expérimentateur va dire ça. Donc, je vais vous montrer des lignes de référence. Je vais vous montrer 3 lignes possibles. Vous allez m'indiquer laquelle des 3 est la même longueur que la ligne de référence. Okay? Et ce qui va arriver, c'est que on va aller en ordre. On va partir. Donc, lui va dire laquelle il pense. Lui va dire laquelle il pense. Lui va dire laquelle il pense. Tous ces gens-là sont des acteurs jusqu'à temps qu'on arrive à lui qui est le participant. Et dans ces études-là, ce qui va arriver, c'est que on peut manipuler ça de différentes manières, mais dans la version la plus intense, lui va dire c'est la ligne A qui est de la même grandeur. Ce qui est faux. Okay. Lui va dire oui, je suis d'accord, c'est la ligne A. Lui aussi, oui, c'est la ligne A. B, non, c'est A. Oui, c'est A. Oui, c'est A. Puis là, on arrive, lui, au participant. Le participant voit très bien que c'est la ligne C. Mais ce qui arrive, c'est que dans un pourcentage très fort
des participants. OK? Je ne me souviens pas du pourcentage égal, mais c'est très très fort là, dans des conditions extrêmes comme ça. Là. Les participants vont dire « Ouais, je suis d'accord, c'est la ligne A ». Même si, au niveau perceptuel, là, puis ça a été testé, là, ils savent très bien que c'est pas la ligne A là, qui est de la même, c'est pas la même longueur que la ligne de référence. Mais ils vont dire A. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit A, donc il doit y avoir quelque chose à propos de la ligne A. Ils ne veulent pas être rejetés du groupe d'une certaine manière. OK? Et ça, c'est l'étude classique. C'est un phénomène qui varie beaucoup, là, dépendant le nombre de personnes qu'il y a. Et dépendant, je pense que s'il y a juste une personne qui dit « Non, c'est pas la ligne A, mais ça me semble que c'est la ligne C », là, le participant, pas mal tout le temps du temps, va dire « Ouais, je suis d'accord, c'est la ligne C, la bonne ». Mais si tout le monde dit la ligne A, là, je pense que c'est quelque chose comme 60 et quelques pourcents ou 70% du temps, les participants avaient tendance à dire que c'était, par exemple, la ligne A. Ils avaient tendance à se conformer. Okay? Et les études, je pense, suggèrent que ça prend juste 3 personnes dans un groupe. 3 personnes qui disent, par exemple, que c'est la ligne A pour qu'un participant se conforme. La plupart du temps, ils disent que oui, c'est la ligne A. Okay? Donc, il s'agit de 3 personnes qui disent quelque chose de faux pour que la majorité du temps ou la majorité d'entre vous disent « Ouais, je suis d'accord », alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord. Okay? Pour des raisons sociales. Okay? Ça, là, ici, on parle de lignes, évidemment, c'est pas un problème. Mais quand on met ça dans des contextes politiques, dans des contextes sociaux de lutte intergroupe entre les groupes, là, on commence à voir la conformité, l'aspect sale de la conformité, l'aspect dangereux de la conformité, okay? Qui donne lieu à toutes sortes d'horreurs historiques et malheureusement, probablement de futurs problèmes aussi politiques et de conflits et ainsi de suite. Parce qu'on a tant tendance à cette conformité-là. Mais donc, comme je dis, cette conformité-là est souvent vue comme un phénomène négatif, mais je veux pas, parce que très souvent on pense conformité comme quelque chose de négatif, mais en fait c'est naturel et c'est très adaptif la conformité. Okay? Se conformer, c'est très bien, c'est même très bien, c'est très important. Se conformer serait requis pour toute forme d'interaction fondamentale et permettrait de combler ses besoins sociaux fondamentaux. Si vous voulez combler vos besoins sociaux fondamentaux, il va falloir vous conformer à certains trucs de la société. OK? Si vous voulez des amis, il va falloir se conformer à quelque chose. OK? C'est normal. C'est juste que vous ne réalisez pas le nombre de trucs auxquels vous êtes conformés. Vous êtes conformés à des milliers de trucs. Okay? C'est ce qui fait que vous êtes bien intégré dans la société, que vous avez des amis, et ainsi de suite. Donc, c'est très bien se conformer. Il n'y a pas de problème là-dedans. Le problème n'est pas la conformité, mais plutôt le fait que certaines des valeurs auxquelles on se conforme peuvent mener à des comportements destructifs pour soi ou les autres. Comme ici, on voit un exemple de peer pressure avec la consommation de des ados qui boivent de la bière, pam, 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 tu sais. Criminel, bon, c'est pas le comportement le plus nocif, le plus dangereux, mais quand même, on voit ici un exemple de peer pressure, de conformité, tu sais, vers quelque chose qui pourrait potentiellement donner un problème. Il n'y a rien de mal à explorer l'alcool en tant qu'adolescent. Il faut bien l'explorer à un moment, mais chez certaines personnes, ça pourrait donner lieu à des problèmes. Donc, le besoin d'appartenance a un énorme lien avec nos comportements via la conformité. Il y a aussi un énorme lien entre le besoin d'appartenance, le comportement et l'attraction qu'on a envers les autres. Okay? L'idée, c'est que bien que le besoin d'appartenance soit général, on a un besoin d'appartenir en général à un groupe, on a un besoin d'être avec les autres en général, on ne l'applique pas également à tout le monde. C'est pas tout le monde dans votre environnement social avec lesquels vous souhaiteriez être amis. Donc, le besoin est général, mais vous n'allez pas l'appliquer à tout le monde. C'est pas tout le monde dans votre groupe avec lequel vous aimeriez avoir une relation intime, amoureuse, / sexuelle. C'est pas tout le monde dans votre groupe avec lequel vous aimeriez être amis.
Il y a certaines variables qui expliquent, qui dictent que vous allez avoir plus tendance à vouloir vous tenir, à être partenaire avec certaines personnes comparativement à d'autres. Et de nombreuses études suggèrent qu'on a tendance à être attiré, et là, par attiré, je veux dire autant au niveau intime, amoureux, sexuel, qu'au niveau amical. On a tendance à être attiré par ceux et celles que l'on croit qui vont aussi nous aimer et nous accepter, de un. Et donc, on va pas chercher des relations juste avec n'importe qui, on va surtout chercher des relations avec des gens que l'on croit qu'ils vont aussi nous aimer et nous accepter. Et les gens que l'on croit qui vont nous aimer et nous accepter, ce sont souvent des gens qui sont similaires à nous, sur toutes sortes de variables. Okay? On a tendance à préférer les gens similaires à nous pour former des relations, sur toutes sortes de critères. Okay? Des critères au niveau techniquement, j'ai mis le mot ici, mais au niveau de la race, moi personnellement, bon, je l'ai mis, j'aurais peut-être pas dû le mettre là. En fait, il faudrait que j'enlève ce mot-là de mes présentations. Pas parce que je trouve que c'est un mot offensif nécessairement, là, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de race humaine. Les recherches sont assez claires là-dessus. Les gens de différents groupes, disons dans différents pays, sont beaucoup plus similaires entre eux qu'on pourrait le penser. Et donc, le concept de race en tant que tel ne fait pas de sens scientifiquement. Donc, je le laisse ici parce que, bon, il était là. Mais je préfère parler d'origine ethnique, par exemple. Okay? Les gens ont différentes origines ethniques. Les gens ont tendance à préférer les autres, sont similaires à eux sur toutes sortes de critères comme l'origine ethnique, les attitudes, le niveau d'attraction, le niveau d'éducation, le niveau socio-économique. On a tendance à vouloir se tenir avec des gens qui sont comme nous. OK? Et ça, c'est vraiment intéressant quand on considère que le monde est de plus en plus ouvert et on a des sociétés qui sont de plus en plus multi-ethniques. Et selon moi, c'est une chose qui est fantastique, OK? Ça amène des défis, évidemment, parce que la diversité ethnique comme ça amène des défis. Il y a des clashs au niveau des valeurs, des pratiques, et tout ça, OK? Mais il y a tellement d'avantages dans le sens où cette diversité-là amène une richesse incroyable, OK? Mais malgré cette richesse incroyable-là, il reste que les gens ont quand même tendance, statistiquement, à se tenir plus avec des gens de leur groupe. OK? Et c'est pas par méchanceté, c'est pas par... Ben, ça peut parfois l'être. Il y a des gens qui sont anti telle personne, par exemple. Personne de tel groupe. Mais il y a quelque chose de plus profond de ça, qui n'est pas maléfique. C'est cette idée que nous avons évolué pour préférer ou donner plus, peut-être pas préférer, mais donner plus d'importance dans la possibilité d'avoir des relations avec des gens qui sont similaires à nous. Mais remarquez, c'est pas toujours l'origine ethnique. Ça, c'est juste un groupe possible. Okay? Mais deux personnes d'origine ethnique différente pourraient devenir bons amis parce que tous les deux sont fans d'un type de musique, par exemple. C'est tous les deux des metalheads. Ils adorent le métal. Okay? Donc, même s'ils ont d'origine ethnique différente, ils vont devenir super bons amis ou ils vont rentrer en couple parce qu'ils ont telle attitude en commun ou telle expérience en commun, ou tel niveau d'éducation en commun. Niveau d'éducation, c'est très fort en passant. Hein? Les gens qui sont très éduqués sortent et sont typiquement amis avec des gens très éduqués. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Les gens qui sont moins éduqués sortent typiquement et sont amis avec des gens qui sont moins éduqués. Statistiquement parlant, c'est beaucoup plus rare quelqu'un, par exemple, qui a un doctorat, qui se met en couple avec quelqu'un qui n'a pas fini le secondaire. C'est très, très rare. Bon, ça existe. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal avec quelqu'un qui n'a pas fini le secondaire. Il y a plein de sortes de raisons pourquoi quelqu'un ne pourra pas finir le secondaire. Ça ne dit rien sur son importance en tant qu'être humain. Mais l'idée, c'est que les gens ont tendance à se tenir avec des gens comme eux. OK? Et une fois de plus, c'est pas mauvais en soi, mais peut-être que dans nos sociétés, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si les gens sont différents, si certaines personnes sont différentes que nous en termes d'origine ethnique, en termes de culture, il faut aussi regarder les façons dont ils sont similaires à nous. Et que des fois, je pense qu'on met trop d'emphase sur
l'origine ethnique et la culture. Et on ne réalise pas que même si quelqu'un est d'une autre culture que nous, d'une autre origine ethnique que nous, il ou elle peut être très similaire à nous sur plein d'autres variables. Et des fois, on peut manquer des opportunités d'amitié significatives et de relations importantes en mettant trop d'emphase là-dessus. Mais encore là, nous avons évolué, les êtres humains, pour être très sensibles à l'aspect de quel groupe tu es. Tu sais. Et il va falloir apprendre à graduellement un peu défaire ça. Mais on parle de changements d'attitude là, qui sont très lents. On a tendance à croire qu'on va être plus accepté par ceux qui sont similaires à nous. Donc on a tendance à croire que les gens qui sont similaires à nous vont plus nous aimer. Okay? Et on a des bonnes raisons de croire ça. S'ils sont similaires à nous, ils vont plus se retrouver dans nous, et ainsi de suite. Okay? Et on a tendance à croire qu'on va être plus accepté par ceux qui sont similaires à nous. Et généralement, c'est vrai. Généralement, c'est vrai. Les gens qui sont similaires à nous vont plus se retrouver dans nous, vont pouvoir avoir plus de choses en commun, plus de sujets de conversation, plus d'intérêts en commun, qui fait que, bon, voilà, ça forme une relation. Tu sais? C'est plus dur d'avoir des relations avec des gens qui ont très peu en commun avec nous. Mais encore là, très souvent, c'est parce qu'on ne regarde pas assez loin. Même avec quelqu'un qui a très de choses de peu en commun avec nous en surface, a plusieurs choses en commun en profondeur. Nous sommes tous, après tout, des êtres humains, avec des motivations similaires, des rêves, des peurs, des expériences très similaires parfois. Okay? Les gens vont moduler leur comportement dans un couple en fonction de leur perception d'acceptation et de valorisation aussi. Donc, dépendant si je me sens accepté et valorisé par mon épouse, je pourrais changer mon comportement. Si je sens qu'elle m'accepte moins ou qu'elle me valorise moins, je pourrais tout à coup devenir super romantique, par exemple. T'sais? Parce que il y a cette pression de il ne faut pas que ça casse cette affaire-là. Je ne veux pas être expulsé de la relation. Okay? Très souvent, c'est inconscient. Là. Je ne vous dirais pas que je pense comme ça avec mon épouse. Est-ce qu'elle va m'expulser aujourd'hui? Non. D'ailleurs, quand on est rendu à ce point-là, c'est peut-être la fin. Quand on est rendu à avoir ce genre de pensée-là consciente, c'est probablement la fin de la relation de toute façon. Mais naturellement, inconsciemment, on a tendance à moduler nos comportements en couple en fonction de comment on perçoit que l'autre nous accepte et nous valorise. Et la fin d'une relation est souvent causée par le fait, si on demande aux personnes qui viennent de casser très souvent, dans des cas de divorce par exemple, pourquoi vous êtes divorcé, ainsi de suite, très souvent ça va revenir à l'idée que la personne va dire, peut-être pas dans ces mots-là, mais très souvent ça va revenir au terme de « je me sentais qu'il ne me valorisait pas, puis je me sentais qu'il ne m'acceptait pas ». C'est très important, être valorisé, être accepté. Autre chose à propos des comportements et de l'importance de l'appartenance sociale et du fait que nos comportements sont très souvent motivés par l'appartenance sociale, c'est qu'on dévoue beaucoup de temps et d'énergie à maximiser notre niveau d'acceptabilité aux autres et à donner bonne impression. Encore une fois, vous pourriez très bien être quelqu'un qui dit « Oh non, moi je me fiche de ce que les autres pensent dans la vie ». Mais ça, c'est probablement vrai pour certaines personnes. Mais il y a plein d'autres personnes pour lesquelles vous ne vous fichez pas du tout de ce que la personne pense. Okay? Et les chances sont probablement que inconsciemment, sans vous rendre compte, vous dévouez beaucoup de temps et d'énergie à maximiser votre niveau d'acceptabilité aux autres et à donner bonne impression. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Donnez la meilleure impression que vous pouvez, c'est super. Faites juste attention qu'il n'y a pas une énorme différence, une énorme drop entre l'impression que vous donnez et la réalité. Parce que là, c'est un problème. Et donc, entre autres, Jones et Pittman, en 82, ont fait toute une liste de stratégies de choses que l'on a tendance à faire et qui ont comme but de donner bonne impression. Hein. Et entre autres, certaines des stratégies de présentation de soi qui sont les plus populaires sont l'ingraciation, où est-ce que vous allez offrir service à quelqu'un juste pour montrer que vous êtes une bonne personne? Ou l'autopromotion, où est-ce que vous allez parler de vous-même d'une certaine manière, à montrer vos qualités et ainsi de suite. Tout ça, c'est des stratégies de présentation de soi qui sont très utilisées très souvent. Il y a façon de très bien les faire. Ce n'est pas de la manipulation tout le temps. Il y a façon de parler de soi-même de manière positive, d'une manière qui n'est pas énervante pour les autres.
Et il y a façon de les mal faire aussi. Okay? De quelqu'un que c'est clair qui vous aide pour montrer qu'il est une bonne personne, puis de quelqu'un qui est toujours en train de parler au positif de lui-même, puis je suis si bon là-dedans. Il y a façon de bien faire ces stratégies-là, d'une manière qui est profitable pour vous et pour les autres, et il y a façon de les mal faire d'une manière qui ne va pas être profitable pour vous et qui est énervante pour les autres. Mais l'idée, c'est que on fait beaucoup de ces comportements-là parce qu'on souhaite être vu comme aimable, comme compétent, comme exemplaire. Okay? La compétence, surtout, c'est extrêmement important. En fait, l'amabilité et la compétence, là, c'est extrêmement important. Vous voulez être vu comme quelqu'un d'approchable, d'aimable, okay? Mais aussi quelqu'un de compétent. Et beaucoup de vos comportements sont basés là-dessus, pour donner cette impression-là aux gens. Okay? Ce qui est intéressant avec la compétence, c'est que les gens aiment les gens qui sont compétents, mais ils n'aiment pas les gens qui sont hyper compétents nécessairement. Pas tout le temps. Okay? Et il y a des études très intéressantes, comme une par Aronson, Williman et Floyd en 1966, une vieille étude, mais un classique, où est-ce que on démontre que les gens préfèrent... c'est dans un contexte où c'est des étudiants universitaires, puis on leur dit qu'on veut choisir, on a des candidats qui veulent représenter l'université à des jeux universitaires à quelque part dans un autre pays, ok? Et donc, ça nous prend un représentant parfait pour l'université, et il y a eu des candidats, ok? Et ces candidats-là, on les a interviewés, c'est une vieille étude, donc c'est une interview pas visuelle, mais on les a interviewés et on a enregistré l'interview au niveau sonore, sur une bande sonore. Et on a, par exemple, je sais pas moi, 2 candidats possibles, ok? Ou pour l'instant, mettons ça simple, on a un candidat qui est intéressant. Et ce qu'on dit, par exemple, aux 10 participants, évidemment, ce candidat-là qui a été enregistré, les participants ne le savent pas, mais c'est un acteur qui a lu un scénario. Il a fait semblant d'être dans une entrevue. Okay? Et ce qu'on dit aux 10 participants, c'est on va vous demander de ce que vous pensez de ce bonhomme-là ou de cette bonne femme-là comme représentant de notre université. Est-ce que vous pensez qu'il ou elle vous représenterait bien? Que ce serait quelqu'un qui donnerait une bonne image pour l'université lors de ces jeux universitaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire écouter la cassette de la bande sonore de l'entrevue. Okay? Et on va vous demander d'indiquer toutes sortes d'échelles, par exemple, comment impressionné vous êtes par cette personne et comment disposé vous êtes pour cette personne à voter pour elle en tant que représentant de l'université dans ces jeux universitaires-là. Okay? Et il y a ce qu'on fait, c'est qu'on contraste 2 conditions. Dans la première condition, les participants, par exemple, s'il y avait 10 participants en total, les 5 premiers participants entendent une entrevue où, par exemple, le candidat, qui est un acteur ou une actrice, répond à des questions, pourquoi il ou elle veut être représentant, et répond de toutes sortes de manières d'autopromotion. Donc, il dit toutes sortes de bonnes choses à propos de lui, ou elle dit toutes sortes de bonnes choses à propos d'elle. Elle explique qu'elle est forte là-dedans, qu'elle est bonne là-dedans, qu'elle fait du bénévolat ici. Donc, elle fait vraiment le cas que c'est une personne compétente et capable et exemplaire. Okay? Donc, vous entendez, si vous êtes dans ce groupe-là, vous entendez cette bande sonore-là. Si vous êtes dans l'autre groupe, les 5 autres participants, vous entendez la même chose, exactement la même chose, sauf qu'à la toute fin, vous entendez de la personne dire « Ah non, j'ai échappé mon café sur mes notes » ou « J'ai échappé mon café sur mon cahier ». Donc, c'est juste cette idée que la personne est super compétente, sauf qu'à la fin, il y a un petit indice comme quoi, oups, la personne fait parfois aussi des bêtises, elle vient juste d'échapper son cahier son café sur le bureau et de mettre du café sur ses papiers, par exemple. Okay? Donc, dans la première condition, il y a quelqu'un qui se démontre comme hyper compétent, puis dans la deuxième, il y a quelqu'un qui se démontre comme hyper compétent aussi, sauf qu'elle démontre un certain moment de faiblesse, si on veut, qu'elle a échappé son café sur ses
note pendant une entrevue. Et dans le fond, ce que Aronson et ses collaborateurs ont trouvé, c'est qu'en général, les gens préféraient la deuxième condition. Les gens préféraient quelqu'un qui est super compétent, mais qui aussi fait des erreurs un peu bêtes, comme échapper des cafés, parce que ça les rend plus humains. Ils peuvent plus se connecter avec eux, ils peuvent plus sentir une certaine affinité avec eux. Alors que les gens hyper compétents, qui ne font jamais aucune erreur ou aucune bêtise, sont plus intimidants. Ils sont moins approchables. Donc, vous voulez, dans la vie, faites beaucoup pour avoir l'air compétent et aimable. Mais ce qu'on retrouve aussi, c'est que très souvent, et on voit ça surtout chez les hommes, à ma connaissance, les hommes, nous allons beaucoup utiliser le sens de l'humour pour aussi montrer notre petit côté un peu faible, qu'on n'est pas bon dans telle affaire, ou pour se moquer de nous-mêmes, pour donner un aspect un peu plus approchable. Okay? Surtout les hommes ont tendance à faire ça. Donc cette idée comme quoi, je veux être vu comme compétent, mais je veux aussi qu'il y ait un aspect un peu comme humain. Tu sais? Et ça, c'est inconscient. Il n'y a personne qui sort le matin et qui dit « Bon, aujourd'hui, je vais donner mon meilleur pour avoir l'air compétent et humain. » Il n'y a personne qui fait ça. On parle de choses qui se font intuitivement. On maintient aussi notre acceptabilité sociale en se distançant de ceux qui nous dépassent sur un critère important de notre identité. Okay? En effet, au sein d'un groupe, ces individus diminuent notre valeur. Et ça, c'est l'idée que si vous faites partie d'un groupe et que votre truc dans ce groupe, c'est que vous avez une certaine identité. Vous êtes la personne dans ce groupe qui est bon dans telle affaire. Okay? Ben, s'il arrive dans le groupe quelqu'un d'autre qui est exactement bon dans la même affaire que vous n'allez pas nécessairement avoir tendance à approcher cette personne souvent. Ça se peut. Mais très souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens vont se distancer de cette personne-là. Pourquoi? Pour garder un peu... pour montrer que... pour ne pas montrer qu'ils sont... Ou changeons ça un peu, là, la personne qui rentre dans le groupe, elle est meilleure que vous sur la chose qui vous définissez dans ce groupe-là. Vous étiez dans un groupe où est-ce que... Vous étiez dans ce groupe parce que vous êtes bon dans X. Ça, c'est votre truc dans le groupe. Puis là, arrive une autre personne dans le groupe qui est encore meilleure que vous dans X. Okay? Ben, très souvent... ça ne va pas toujours donner des conflits, mais très souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens, vous allez vous distancer de cette personne-là. Vous n'allez pas avoir tendance à approcher très chaleureusement cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'en restant proche de cette personne-là, vous mettez l'emphase dans le groupe qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que vous sur la chose qui vous définissez, sur votre raison d'être dans le groupe. Et là, on ne parle pas de n'importe quoi, là, mais on parle des critères importants. Là. Disons que vous étiez dans un groupe parce que vous étiez la personne qui est capable de faire ça, et ça, c'est super important pour le groupe. Super important, c'est primordial. Et là, il arrive quelqu'un dans le groupe qui est encore meilleur que vous là-dedans. Bien, vous allez avoir tendance à vous distancer. Bon, vous pouvez quand même vous tenir par politesse avec la personne. Mais souvent, les gens vont se distancer de la personne pour pas pas montrer au groupe que, regarde, sur cette caractéristique qui était unique à moi avant et dans laquelle j'étais vraiment bon, et quelqu'un est encore meilleur que moi. OK? Donc, très souvent, on va essayer de rester socialement acceptable et désirable en se distançant des autres aussi. Okay? Parfois, être socialement acceptable et socialement désirable, c'est savoir de qui je devrais me tenir loin pour avoir l'air mieux. Pour maximiser l'impression que je donne, de qui je devrais me tenir loin. Et parfois, les gens de qui je devrais me tenir loin, c'est des gens qui sont meilleurs que moi dans des caractéristiques que je pense être les caractéristiques que j'apporte au groupe. OK? Et très souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens qui vont prendre leur distance de personnes comme ça dans des comportements, ou même, parfois, ça va tourner mal. Prendre des distances, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Mais des fois, même, il va y avoir de la manipulation où on va ternir la réputation de l'autre pour essayer d'effacer le fait que la personne est meilleure que nous sur telle caractéristique qui est vraiment importante. Et c'était la caractéristique que j'apportais au groupe.
OK? Et c'est cette idée que nous semblons être très motivés à projeter l'impression que nous avons à offrir une caractéristique unique à un groupe. Que si nous sommes totalement comme les autres, on est facilement remplaçable. Okay? Dans le milieu du travail, par exemple, les gens dans les emplois qui ont l'impression qu'ils sont complètement remplaçables sont beaucoup moins motivés et aiment beaucoup moins leur emploi que les gens qui savent qu'ils sont irremplaçables. Qu'il y a quelque chose à propos d'eux que « Wow, ça serait vraiment difficile de trouver quelqu'un. » Comme si tu pars, on est vraiment dans la chenoute. OK? Et souvent, il y a un aspect positif à ça. Okay? Ça ne veut pas dire que ça peut aussi être dans un emploi misérable, là, mais très souvent, c'est positif de ressentir. Il n'y a rien de positif à ressentir qu'on est complètement remplaçable dans notre emploi, qu'on est juste un pion, puis qu'on pourrait mourir demain et quelqu'un d'autre prendrait notre job et serait capable d'en faire tout autant. Donc, très souvent, maximiser notre acceptation sociale, c'est savoir comment gérer les autres qui sont un peu une menace pour l'impression qu'on donne. Et souvent, ce sont des gens qui sont meilleurs que nous. Okay? On veut être accepté. Okay? Oui, ça je le dis depuis le début, mais pas nécessairement par tout le monde non plus. Right? Et très souvent, et on ne peut pas être accepté par tout le monde. C'est impossible. Il y a 24 heures dans une journée. Je ne peux pas faire partie de toutes les communautés, de tout le groupe pour apprendre à connaître tout le monde. Donc, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on crée des genres de barrières entre les groupes. Des genres de barrières entre les groupes. Et ça, on voit ça super bien lorsqu'on va, par exemple, au secondaire. Souvenez-vous de votre passage au secondaire. Les cliques, les groupes. Okay? Il y a les sportifs, il y a les nerds, il y a les joueurs de Magic the Gathering, il y a les acteurs de théâtre, il y a ceux qui sont tout le temps au club de théâtre, il y a j'ai déjà dit les nerds, il y a ceux qui sont tout le temps au gym, j'ai dit les sportifs, il y en a d'autres, les artistes, les petits rebelles, tu sais, il y a tellement de clics, et ça, c'est pas juste à l'école, au secondaire, c'est comme à 3000%, là, mais dans le reste de notre vie aussi. On choisit nos groupes et on crée souvent des barrières entre les groupes. Okay? Et très souvent, on le fait en discriminant les gens des autres groupes, en ayant du favoritisme, en ridiculisant les gens de l'autre groupe, etc. Okay? Et c'est malheureux qu'on fait ça, mais on a tendance à le faire. Faire partie d'un groupe, c'est aussi ne pas faire partie d'autres groupes. Faire partie d'un groupe, c'est aussi ne pas faire partie. Choisir de faire partie du groupe A, c'est aussi choisir de ne pas faire partie du groupe B, C et D. Et très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se justifier pourquoi on est dans le A et non pas le B, C et D. Très souvent, on va utiliser de la discrimination, du favoritisme ou du ridicule. OK? Parce que, comme le dit Deal, l'appartenance à un groupe semble aller de pair avec le rejet des autres groupes possibles. La minute où vous appartenez à un groupe, vous n'appartenez pas à d'autres groupes. Et très souvent, vous allez justifier ça en disant « Ah, l'autre groupe n'est pas aussi bon ou pas aussi le fun », ou bien vous allez rire des gens de l'autre groupe, et ainsi de suite. OK? Comme ça dit ici, Suzy ici, qui dit « It's simple. You can't have an in-crowd unless you leave somebody out of it. Without uncool, there is no cool. So basically, you're nothing without me. » Ha! Okay? Et ça, c'est Suzy qui a découvert la théorie de la relativité sociale. Okay? Comme quoi, oui, c'est bien beau que ces deux filles-là soient parties du groupe cool, mais dans le fond, elles sont simplement parties du groupe cool parce qu'il existe un groupe pas cool. Et Suzy est dans le groupe pas cool. Et Suzy leur dit, si vous êtes dans le groupe cool, c'est parce qu'il existe des gens pas cool comme moi. S'il n'existait pas de gens pas cool comme moi, vous ne pourriez pas être dans le groupe cool, donc, ha! Tu sais? Et donc, c'est cette idée comme quoi on se divise en groupes. Et faire partie d'un groupe, c'est ne pas faire partie d'autres groupes. Okay? Donc, très souvent, pour faire partie d'un groupe, nos comportements, on va avoir tendance à aller vers les autres qui nous ressemblent, aller vers les autres qui ont des choses en commun avec nous. On va se conformer beaucoup. On va avoir tendance à aussi vouloir maximiser l'image positive qu'on donne de nous-mêmes de plein d'autres manières.
OK? Et on va avoir tendance à se mettre en groupe et à supporter notre propre groupe et pas nécessairement toujours discriminer, mais en supportant notre propre groupe d'une certaine manière, on va avoir souvent tendance à démontrer pourquoi on n'est pas dans les autres groupes. Parce qu'ils sont moins bons, parce que si, parce qu'ils sont moins intéressants, parce que telle chose, parce que telle affaire. Okay? Et on a tendance à se séparer en groupe comme ça. Tout ça à cause du besoin d'appartenance sociale. Donc, je pense avoir fait, dans le cadre de ces 2 vidéos, avoir apporté assez d'éléments de preuve pour supporter l'idée qu'il y a quelque chose chez l'être humain. L'être humain a besoin d'appartenance sociale. Et c'est pas juste, il a besoin parce que c'est le fun, parce qu'il aime ça. C'est plus profond que ça. C'est inscrit dans notre biologie, c'est inscrit dans tous nos comportements, dans nos cognitions, dans nos émotions, dans notre physiologie et ainsi de suite. C'est quelque chose de très important. Et donc, si on veut essayer de parler de la motivation humaine ou des émotions, il va falloir comprendre que la plupart des phénomènes motivationnels, la plupart des phénomènes émotionnels qui nous intéressent, on rapporte toujours à des relations sociales. Et c'est pour ça que je voulais en parler. À la prochaine!